Bonjour à tous, deuxième partie de nos vidéos sur les guerres puniques. Alors on va commencer la deuxième guerre punique à l'occasion de cette vidéo. J'ai choisi de la diviser en trois parties parce qu'elle me semblait être extrêmement longue et du coup plutôt que de faire des vidéos, une vidéo qui allait faire 2 heures ou même plusieurs parties qui allaient en faire 40 minutes, je me suis dit que j'allais déjà séparer en trois parties. On va commencer aujourd'hui avec les déclenchements de la guerre jusqu'à moins 216, la bataille de Cannes et la défaite, la pire défaite de l'histoire de Rome. Et puis essayer de faire ça de manière assez simple, sans avoir trop écrit, sans avoir trop préparé de script pour faire ça, parce que oui, l'air de rien, je prépare un petit peu mes vidéos. Histoire de faire ça plus sur le ton de la conversation, un petit peu plus détaché, un petit peu plus tranquille et détendu, et voir combien de temps ça va nous faire en essayant de ne pas dépasser l'heure et demie, parce que ça me semble quand même être énorme, même divisé sur 3 vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec les déclenchements de cette deuxième guerre punique. On est un peu plus de 20 ans après la fin de la première guerre punique, vous vous souvenez, hein, on s'était arrêté en moins 241, la victoire de Rome qui récupérait à cette occasion la Sicile, puis ensuite la Sardaigne et la Corse, et imposant un tribut extrêmement lourd à Carthage, et par là entraînant le ressentiment, la colère des Carthaginois et une certaine forme de vengeance qui commence à germer dans leurs esprits. On avait parlé du général carthaginois qui s'appelait Hamilcar et qui faisait jurer à son fils de détruire Rome une fois parvenu adulte. Et bien ce fils qui s'appelle Hannibal est maintenant devenu un adulte. Hannibal, il est né, on estime, en moins 247. On va reprendre, nous, le fil de notre histoire en moins 219, donc il est âgé de 28 ans environ. Et donc Hannibal, à ce moment-là, a compris que s'il voulait frapper Rome, la première chose à faire était d'étendre déjà l'influence, enfin ça c'est surtout son père qui lui a dit ça, qui lui a fait comprendre ça, puisque Hamilcar est resté au pouvoir un petit moment après la défaite de la première guerre punique, et Hamilcar avait lancé une sorte de politique à Carthage, qui a poussé les Carthaginois à s'implanter plus durablement sur les rives de la Méditerranée, notamment en Ibérie, en Espagne. Et donc il s'est fait là-bas une sorte de territoire, ils ont bâti une nouvelle cité qui s'appelle Carthago Nova, en tout cas c'est comme ça que les Romains l'appellent, la ville qui s'appelle maintenant Carthagène, et en partant de là, essayer d'étendre leur influence sur tout le sud de l'Hispanie, ce qui a plutôt bien marché. Ils sont allés en fait jusqu'à une limite naturelle qui est une rivière qui coule en Espagne qui s'appelle l'Ebre. Et sur les bords de cette rivière Ebre, et sur les rives en même temps de la Méditerranée, il y a une cité qui s'appelle la cité de Saguntum, Saguntum en latin, et cette cité de Saguntum fait office de poste frontière, on peut dire, entre les territoires contrôlés par les Carthaginois et les territoires qui sont plutôt alliés de force aux Romains. Donc on a cette cité de Sagunte qui, en moins 219, va être attaquée par les troupes d'Hannibal. Hannibal a décidé donc de relancer la guerre. Pour ça, il lui faut faire une attaque, quelque chose qui pousse les Romains eux-mêmes à se sentir en guerre et à prendre les armes et d'une certaine manière à être en position d'attaquant par rapport à Carthage. Donc il attaque la ville de Sagunte, un siège qui va durer plusieurs semaines, au cours desquelles les Romains vont envoyer diverses ambassades à Carthage en leur demandant de cesser. Hannibal va faire la sourde oreille à ça, le Sénat de Carthage, même chose, ne vont pas écouter les Romains et ses ambassades, si bien qu'au bout de quelques semaines, Hannibal réussit, alors on est vers la fin de l'année moins 219, on est en octobre, il réussit à conquérir cette cité de Sagunte. Et, alors pas à la raser, mais en tout cas réduire ses habitants en esclavage. Les Romains ne peuvent pas rester les bras croisés, ils envoient une dernière ambassade, avec notamment un homme dont on aura l'occasion de reparler plusieurs fois à l'occasion de ces 3 vidéos, qui s'appelle Maximus, Fabius Maximus, et ce Fabius Maximus va une dernière fois à Carthage et fait un pli avec sa toge en disant voilà, dans ce pli je vous apporte 2 choses, je vous apporte la paix et la guerre, maintenant à vous sénateurs de Carthage je vous demande de choisir ou bien la paix ou bien la guerre. Les Carthaginois lui disent, eh bien écoute, puisque tu es là, c'est toi qui vas nous donner la réponse, qu'est-ce que tu choisis, toi, Maximus? Et Maximus va dire, eh bien, si c'est comme ça, moi ce que je choisis, c'est la guerre. De toute façon, ils n'avaient pas véritablement le choix, hein. Les Romains avaient déjà abandonné d'une certaine manière leurs alliés de Sagunte, ils ne pouvaient pas laisser les Carthaginois faire tout ce qu'ils voulaient. D'autant que Hannibal, pendant ce temps-là, n'est pas resté les bras croisés, lui non plus. Une fois Sagunte prise, il organise ses troupes, il en renvoie une certaine quantité à Carthage parce qu'il sait qu'il va falloir que Carthage soit défendue. Il laisse bien sûr beaucoup de troupes en faction en Hispanie, pour une raison que je vais expliquer dans peu de temps. Et puis, il se forme une sorte de troupe d'élite
alors de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, hein, et notamment avec 37 éléphants, avec lesquels il va partir à l'assaut de Rome. À l'assaut de Rome, sous quelle manière? Et pourquoi le fait de contrôler l'Ibérie va être déterminant? Tout simplement parce que vous avez compris, vous vous souvenez qu'à la fin de la première guerre punique, la cité qui contrôle la Méditerranée, qui contrôle les mers, eh bien c'est Rome. Si bien que les Carthaginois, quand ils veulent faire la guerre à Rome, ne peuvent pas passer par une voie maritime. Ils sont obligés de le faire par une voie terrestre, même si ça les oblige à faire un énorme détour, à passer par l'Ibérie, pour ensuite revenir sur l'Italie. C'est un énorme détour, ça prend énormément de temps, et ça Hannibal le sait. Si bien que ce qu'il va choisir de faire, c'est de prendre les Romains de vitesse et les prendre par surprise. Jamais les Romains ne peuvent s'attendre à ce qu'une troupe aussi énorme que celle que Hannibal a prise avec lui puisse arriver très vite en Italie. Si bien qu'ils ne préparent pas véritablement leur défense. Ils essaient, eux, d'envoyer des troupes en Hispanie sans se soucier du fait qu'il pourrait y avoir des soldats carthaginois ennemis qui arriveraient sur le sol de l'Italie. En tout cas, pas aussi vite. Ils pensent avoir bien sûr le temps de former des légions, de les entraîner et de défendre leur territoire. Sauf que Hannibal est beaucoup plus malin que ça et surtout beaucoup plus rapide. Et il va, pour ça, déjà faire le plus vite possible, parce qu'il sait qu'il va être face à des territoires qu'il vaut mieux traverser en période, peut-être pas de printemps, parce que ça, printemps, ce serait beaucoup trop court, mais en tout cas en été 2018, eh bien, de 218, pourquoi 2018 218 évidemment, et donc il veut arriver sur ces territoires, bien sûr, là je parle de la traversée du Rhône et surtout de la traversée des Alpes, il veut faire ça à la belle saison. Et donc il faut aller le plus vite possible. D'autre part, son autre stratégie qu'il utilisera beaucoup de fois au cours de cette guerre, c'est de soulever la majeure partie des peuples qu'il va traverser, non pas les soumettre par la force, mais plutôt essayer de leur faire comprendre qu'ils sont exploités par Rome, qu'ils seraient beaucoup mieux sans l'autorité romaine, et donc les engager à trahir l'alliance qu'ils ont pour l'instant avec les Romains, les traités qu'ils avaient pu passer avec eux, et se rallier à eux en disant « si vous nous faites confiance, on prendra Rome et vous serez libérés pour toujours de cet envahisseur ». Et grâce à ça, il va réussir à se constituer une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes supplémentaires, en plus de ceux qu'il avait déjà emmenés. Bien sûr, il ne va pas pouvoir recruter de nouveaux éléphants en route, hein, puisque sur ces territoires-là, on n'en trouve pas beaucoup. Et il va donc, d'une part, traverser le Rhône, alors en faisant fabriquer des barges énormes qui puissent flotter malgré le poids d'un éléphant, et ça va lui permettre de traverser ce fleuve beaucoup plus au nord que ce que les Romains avaient espéré. À ce moment-là, à Rome, le consul est donc celui qui est chargé de s'occuper de l'armée pour intercepter les troupes d'Hannibal, s'appelle Publius Cornelius Scipion. Ce Scipion les attend plutôt au sud de ce fleuve du Rhône. Et il va bien sûr arriver sur des camps désertés puisqu'ils sont partis bien plus au nord et ils ont déjà réussi à traverser. De la même manière, Scipion s'attend à ce que les Carthaginois ne fassent pas la folie de traverser les Alpes, mais de passer beaucoup plus au sud, à la frontière italo-française actuelle, donc du côté de Menton, Monaco, etc. Alors que non, Hannibal va faire le choix, encore une fois pour surprendre les Romains, de passer par le nord et donc de traverser les Alpes. On ne sait pas véritablement par où il va passer, on sait qu'il va traverser ça alors que c'est déjà l'hiver qui est en train de faire rage. Il va donc perdre pas mal de troupes, des troupes carthaginoises, des troupes alliées qu'il avait recrutées le long du chemin. Il va perdre notamment 9 éléphants au cours de cette traversée, puisqu'en plus du froid, de la neige, il va aussi devoir faire face à quelques peuples qui vivent sur ces terrains-là, donc des Gaulois d'une peuplade qu'on appelle les Allobroges, on va dire des Savoyards actuels, qui vont rester fidèles à leur alliance à Rome et qui vont leur mettre des bâtons dans les roues au moment de traverser un terrain qui est relativement compliqué. Donc ça ne va pas se faire sans dommage, si bien que quand Hannibal arrive au nord de l'Italie, son armée est relativement fatiguée. Le général Scipion à ce moment-là va se dire c'est le moment ou jamais de les intercepter et de les détruire avant qu'ils ne posent de gros problèmes en Italie. Il va donc y avoir une première bataille sur les rives d'une rivière qui s'appelle le Tessin, donc en 218. On est au début de l'année 218, en mars. Et sur ces rives du Tessin, contre toute attente, les Carthaginois vont infliger une défaite aux Romains.
Le général Scipion, d'ailleurs, ne devant la vie qu'à l'intervention de son fils qui va s'interposer, fils qui s'appelle exactement comme lui, Publius Cornelius Scipion, et dont on reparlera beaucoup par la suite sur cette deuxième guerre punique. Il va donc reculer ses troupes, attendre des renforts, il va se replier sur une ville qui s'appelle maintenant Plaisance, et pas très loin d'une autre rivière qui s'appelle cette fois-ci la Trébie. L'autre consul, qui lui aussi est à la tête d'une légion, va venir le retrouver. Scipion va lui dire « Non, il vaut mieux pas se battre maintenant, après ce qu'on m'a infligé, je peux te dire que ça va être relativement compliqué de s'opposer maintenant à ces troupes d'Hannibal. » Mais son collègue ne va pas vouloir l'entendre, il va lancer ses troupes contre Hannibal et être défait à son tour. Donc en 218, 2 batailles sur le sol italien et 2 victoires d'Hannibal, ce qui est assez inattendu quand on est du côté des Romains et que jusqu'ici on n'a jamais eu l'habitude d'être vaincu sur ses propres terres, en tout cas depuis moins 390 et l'incursion des Gaulois à Rome. Donc c'est pour l'instant quelque chose qui tourne en défaveur des Romains. Il ne faut pas oublier qu'en plus les Romains, ils avaient envoyé des troupes en Hispanie, mais ces troupes se heurtent aux autres forces armées des Carthaginois qui sont restés là-bas sous le commandement du frère d'Hannibal qui s'appelle Hasdrubal et qui va réussir à mettre à mal les troupes romaines. L'année suivante, les Romains vont réunir encore plus de troupes et lancer les hostilités sur les rives d'un lac qui s'appelle le lac Trasimène, on est en moins 217, et ce sera une nouvelle défaite pour les Romains qui, bien qu'en supériorité numérique, vont se faire déborder par la stratégie gagnante d'Hannibal qui, en plus d'être un grand guerrier, d'être vénéré par ses troupes, parce que, bien que ce soit leur général, il vit parmi eux, il est aux prises pendant les combats avec l'ennemi, il ne se cache pas, et c'est de toute évidence un général particulièrement doué sur le plan tactique, eh bien Hannibal va profiter du terrain, donc qui offre du relief d'une part, ce qui va lui permettre de mettre en déroute la cavalerie romaine, et de l'autre côté, il a remarqué que les rives du lac Trasimène alors il y avait beaucoup de roseaux, en tout cas beaucoup d'endroits où il pouvait cacher des troupes. Donc il va demander à son autre frère Magnon de se cacher sur les bords de ce lac, et de lancer l'assaut au moment où il sentira que les forces romaines sont en train de faiblir. Les Romains vont être mis en déroute, on va en plus profiter du fait qu'il y a du brouillard pour les repousser du côté du lac où beaucoup d'entre eux vont être noyés, et ça va être une nouvelle victoire pour les Romains. Nouvelle victoire en plus pour les Carthaginois évidemment. Nouvelle victoire qui va être en plus pour les Romains entachée par la mort d'un de leurs consuls. Et du coup, on va nommer, puisque là le péril est imminent, le péril est aux portes de Rome, on va nommer, vous vous en souvenez, on en avait parlé dans une des séquences qui précédait, on va nommer un dictateur. Ce dictateur, ça va être le Fabius Maximus qui était allé proposer la paix ou la guerre à Carthage quelques années auparavant, 2 ans auparavant. Maximus va mettre au point une tactique qui semble être une tactique un petit peu lâche, mais qui va pourtant porter ses fruits. Cette tactique, c'est une tactique de temporisation, à savoir que jusqu'ici, les 3 engagements armés qu'on a fait directement contre Hannibal se sont soldés par des défaites. Hannibal est supérieur tactiquement. Même s'il n'a pas plus d'hommes, eh bien, il est beaucoup plus fort dans ce qui est de la stratégie militaire, si bien que les Romains feraient bien de ne pas s'opposer directement à lui. Il va donc temporiser, ce qui lui vaudra le surnom de Cunctator, le temporisateur. Et donc, pendant une bonne année, il va y avoir des petites escarmouches, des petites batailles, au cours desquelles Hannibal ne va pas remporter de victoire décisive, les Romains ne vont pas être vaincus, ne vont pas être débordés, et ça va permettre en fait aux Romains de repousser un petit peu Hannibal, faire en sorte qu'il ne menace pas directement Rome, mais plutôt qu'il déporte sa route plus à l'est, et qu'il contourne finalement la cité romaine et la région de Rome. Sauf que le mandat de Maximus Cunctator va toucher à sa fin, et ceux qui vont le remplacer, c'est 2 consuls qui s'appellent Paul-Émile pour l'un et Varron pour l'autre. Ces 2-là ne veulent pas suivre cette tactique de temporisation, ils veulent remporter une victoire, chasser enfin l'envahisseur loin de Rome, et donc pour ça, ils vont lancer une grande bataille, quasiment en envoyant toutes les troupes disponibles en Italie à ce moment-là. Ils vont donc se battre sur les environs d'une cité qui s'appelle la cité de Cannes, et on est donc en moins 216. On est donc le 2 août moins 216. On est dans le sud-est de l'Italie, dans ce qu'on appelle maintenant les Pouilles.
ce qu'on va appeler maintenant la bataille de Cannes, C-A-2-N-E-S, comme Cannes en France, bien évidemment, il ne s'agit pas de cette ville-là, mais d'une autre. On a les Romains donc qui ont réussi à assembler une armée de 80 000 hommes environ et de plusieurs milliers de cavaliers. Du côté des Carthaginois, on a 50 000 hommes environ. Pour ce qui est de la cavalerie, c'est assez difficile à quantifier parce que les sources du côté carthaginois ne sont absolument pas sûres. Autant du côté romain, on a les sources romaines elles-mêmes. On a aussi quelque chose qui est assez inestimable, qui est le témoignage d'un historien grec qui s'appelle Polybe, qui a été capturé par les Romains lors d'une conquête de la Grèce et qui est venu vivre en Grèce et qui s'est mis en tête d'expliquer le succès de Rome qui, en un peu moins de 60 ans, va réussir à mettre la main sur la Méditerranée et qui donc va raconter ça sous la forme d'un texte de récits historiques qui sont très intéressants parce que au moins ce ne sont pas des sources romaines. Même s'il vivait à Rome, il ne s'est jamais appuyé sur les sources officielles et il nous raconte plutôt les choses qu'il a pu voir ou qu'il a pu entendre. D'autant qu'il est, il est du début du IIe siècle, ça veut dire qu'il est à peine postérieur à ces événements, aux événements qu'il raconte. Donc son récit est relativement sûr. On sait donc énormément de choses sur cette bataille de Cannes, et on en sait d'autant plus que pour les Romains, ça va être un tel cataclysme qu'ils ne vont pas s'en remettre de sitôt. En effet, ce sera en nombre de pertes humaines la deuxième pire défaite que les Romains vont subir, et puis on va dire que dans l'imaginaire collectif des Romains, peut-être la pire. La défaite de Teutobourg, au cours desquelles 3 légions romaines sont anéanties en moins 9 de notre ère, à l'issue de laquelle l'empereur Auguste s'exclame « Varus, rends-moi mes légions », Varus étant le général qui avait perdu tous ses hommes, n'avait fait que 20 000 victimes. La défaite de Cannes, elle, va en faire, alors là aussi difficile à quantifier, mais on estime aux alentours de 50 000, 60 000 hommes le nombre de morts chez les Romains. On a environ 10-15 000 prisonniers et puis tous les autres en fuite. Donc c'est un cataclysme terrible, d'autant plus frappant pour l'imaginaire romain que c'est infligé par quelqu'un qui les a déjà battus à plusieurs reprises sur leur terre, pas très loin de Rome qui à ce moment-là paraît quasiment sans protection. Et puis parce que aussi les Romains étaient en supériorité numérique. Perdre dans ces circonstances-là, c'est quelque chose de tellement inattendu que ça les laisse dans un état de stupeur dont ils vont avoir beaucoup de peine à se remettre. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette bataille de Cannes pour que les Romains subissent cette raclée monumentale ? Tout simplement, les Romains sortent, tous les chefs militaires romains sortent à peu près de la même formation. Ils ont toujours à peu près la même tactique. Donc là, les deux généraux, les deux consuls qui sont présents lors de cette bataille, qu'il s'agisse de Varron ou de Polémile, s'appuient toujours sur les mêmes recettes qui ont jusqu'ici fait le succès de l'armée romaine. À savoir, on va mettre des unités de cavalerie sur les deux côtés de l'armée. On va mettre les soldats les plus expérimentés au centre de l'infanterie, mais plutôt sur les rangs en arrière, pour mettre les plus jeunes devant. Et sur les côtés, on va mettre les combattants des peuples alliés, parce qu'ils sont moins expérimentés que les Romains. Si bien que Hannibal, lui qui est beaucoup plus souple dans sa tactique, va s'appuyer sur ce qu'il sait des Romains, et il sait à peu près tout de leur mise en place des forces. Il va donc, lui, proposer une formation beaucoup plus espacée, beaucoup plus étirée, beaucoup moins profonde en hommes, mais avec des hommes dont il est très très sûr au centre. Avec en plus des troupes de réserve qu'il maintient derrière pour pouvoir les envoyer pour renforcer ce centre dont il sait que ce sera quand même, au vu de la manière de combattre des Romains, leur danger principal du côté carthaginois. Il va mettre les troupes d'élite sur les flancs, sur les côtés. Et au fur et à mesure que les Romains avancent et réussissent à enfoncer la ligne ennemie des Carthaginois, et donc continuent d'avancer, et bien sur les côtés, alors que le centre recule, les côtés vont venir petit à petit envelopper les troupes les moins expérimentées du côté romain, alors que pendant ce temps-là, la cavalerie a été chassée par les cavaliers numides qui sont alliés des Carthaginois, eh bien on va envelopper par les flancs, ça va créer une sorte de panique à la fois dans les premiers rangs des Romains qui jusqu'ici s'estimaient
bien partis pour remporter la victoire, qui d'un seul coup se rendent compte que, eh bien, ils sont véritablement enfermés à la fois par les troupes ennemies et par leurs propres troupes. Du côté des alliés italiens, on sent qu'on est en train de fléchir et qu'on se fait encercler petit à petit. Et quand la cavalerie numide et carthaginoise revient et prend totalement à revers cette troupe romaine, eh bien c'est beaucoup trop tard pour réagir et ils se font copieusement massacrer. C'est un carnage du côté romain avec énormément de pertes, alors que du côté carthaginois, on va perdre quelques milliers d'hommes, ce qui est négligeable au vu de ce qu'ils viennent d'infliger à leurs adversaires. En moins 216, on est donc dans une situation quasiment désespérée pour Rome. Les Carthaginois sont à quelques dizaines de kilomètres de Rome, semblent presque en mesure de prendre la ville immédiatement. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo, parce que sinon j'en dévoilerai trop, il vaut mieux remettre la suite à plus tard pour un deuxième volume qui va nous amener cette fois-ci des conséquences de cette bataille de Cannes jusqu'à moins 207 à la bataille du Métor. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.